Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire donc co-organisé par N-France et Systentia. Donc je suis Valérie Gigou de l'équipe marketing Systentia et je suis accompagnée ce matin de Maxime Likeng qui est expert réseau chez N-France et de Francis Milot qui est technologie évangéliste chez Systentia. Bonjour. Donc, Bonjour à tous. donc le thème de ce matin est de plus en plus de cyberattaques, comment s'en protéger? Donc, Maxime évoquera tout d'abord un type d'attaque de plus en plus répandu, donc les types d'attaques DDoS, et fera en fin de webinaire une démonstration de dispositifs de protection anti-DDoS. Et Francis, de son côté, présentera comment se prémunir des cyberattaques en déployant une stratégie Zero Trust pour sécuriser les accès à votre système d'information. Donc pendant le webinaire, les micros sont désactivés. Donc nous vous invitons à utiliser l'outil de chat ou de questions-réponses qui est à votre disposition pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Et puis Maxime et Francis y répondront à l'issue de leurs interventions. Voilà, Maxime, je te laisse la parole. Nous allons voir avec moi différents types d'attaques DDoS. Dans un premier temps, on verra la définition d'un DDoS, ensuite le type d'attaque, et enfin les protections qu'on peut mettre en place pour se protéger des attaques DDoS. Une attaque DDoS, ça consiste en quoi? Ça consiste en saturant la bande passante, ce qu'on appelle les attaques volumétriques, l'exploitation d'une vulnérabilité logicielle, ces attaques qu'on appelle applicatives. Et pour finir, la saturation des ressources matérielles, c'est-à-dire le CPU ou la mémoire de la machine. Donc, généralement, c'est des attaques sur les protocoles UDP ou TCP. Ces attaques DDoS proviennent généralement de machines compromises. C'est ce qu'on appelle des botnets, ou sinon des clients qui sont vulnérables, tels que les logiciels web, Google Chrome, Firefox, tous ces éléments-là qui sont vulnérables. Généralement, les attaques DDoS, on les fait pas pour le plaisir. On cible généralement des sites d'e-commerce, des sites gouvernementaux, ou bien sinon des fournisseurs de services. La portée des DDoS est souvent concerne l'ensemble des machines qui sont connectées sur Internet. Dès qu'une machine est disponible sur Internet, cette machine-là est susceptible d'être attaquée. Donc, c'est une attaque qui sont très à la mode actuellement. Quelques attaques durant ces dernières années. On peut voir que ça augmente de plus en plus depuis 2010. Par exemple, on peut voir que sur Google ou AWS, on est dans des volumétries de 2 Tera 5, 2 Tera 3. Donc ça monte de plus en plus en termes de bande passante. Selon une étude menée par NetScout, on voit que les DDoS peuvent faire perdre en moyenne 150 000 euros aux entreprises françaises. Ce qui n'est pas négligeable du tout pour une entreprise. À notre niveau, les pirates peuvent utiliser plusieurs types d'attaques. On va voir deux types d'attaques. Les attaques qu'on appelle de type réflexion. Ici, on voit que l'attaquant qui est sur l'ordinateur de gauche, avec l'IP 2.2.2 par exemple, va envoyer des données vers des serveurs sur Internet, n'importe quoi, avec une IP source qui n'est pas la sienne. Ici, par exemple, sur le schéma, on voit que les données sont envoyées avec l'IP 1.1.1 qui correspond à la victime. Et donc, en envoyant toutes les données vers plein de serveurs, les serveurs voient l'IP 1.1.1, va répondre à cette IP-là qui est la victime. Donc, la victime recevra des données dont elle n'a pas sollicité et verra sa bande passante inondée de données qui n'est pas demandée. Ça, c'est une première type d'attaque DDoS. Pour la deuxième type d'attaque DDoS, on peut voir les attaques par amplification. L'attaquant avec l'IP 2.2.2 va envoyer une donnée
par exemple une lettre, un mail à un serveur de taille d'un mégaoctet. Le serveur vulnérable va justement répondre justement avec des données qui auront une taille de 10 fois plus grande que celle envoyée. On a toujours la même chose avec une destination à l'adresse 1.1.1 qui est la victime. Cette attaque concerne des attaques de type capacitaire qui va inonder la bande passante de la victime avec des données qui va saturer l'ensemble de l'interface de la victime. Maintenant qu'on a vu les deux types d'attaques, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ces attaques? En effet, pour les entreprises, on veut que les services soient toujours opérationnels. Il y a- donc, il faut 3 points d'attention pour la protection. En premier, la surveillance concerne la détection du trafic dans le réseau. Les, les points de récolte d'informations. Et pour finir, les moyens d'alerting lors des attaques. Dans le réseau, identification des points d'entrée et de sortie du trafic, c'est-à-dire par exemple la passerelle Internet ou bien sinon les différents failles du réseau. Pour les points de récolte, on peut utiliser par exemple diverses méthodes comme le port mirroring, c'est-à-dire on va dupliquer le trafic sortant sur un autre port qu'on va analyser ou sinon utiliser des protocoles un peu plus standards comme NetFlow ou Westflow. Ce sont les deux méthodes de récolte d'informations sur les équipements. Et pour finir avec la partie détection, il faudrait justement qu'on soit alerté lors des attaques. On peut utiliser diverses méthodes pour être alerté, des mails, des messageries instantanées, des applications telles que Slack ou Discord, n'importe quelle application, ou sinon par SMS. Euh, Lors de l'alerting, le plus important, c'est d'éviter les faux positifs et de ne pas être inondé d'informations lors des attaques aussi. Et de traiter l'attaque en temps et en heure. Ce sont les 3 points clés de la surveillance. Et maintenant, pour tout ce qui est pour la partie blocage, là maintenant qu'on a vu la partie surveillance, il faut à un moment donné traiter l'incident, bloquer l'attaque. En premier, en bloquant le trafic sortant, si on sait analyser l'attaque, par exemple, on voit que l'attaque concerne le pirate a une seule IP d'un pays en particulier, on peut bloquer ces IP-là. Ou sinon, on peut bloquer au niveau du pare-feu, d'un routeur ou tout type d'équipement qui est présent sur le réseau. Alors, ce blocage-là est intéressant si on connaît l'attaque, mais généralement, les attaques des DOS sont de plus en plus complexes. C'est pas généralement une seule information qui est disponible dans l'attaque. Les attaquants utilisent plusieurs types de protocoles. C'est assez varié. C'est pour ça qu'on préfère utiliser des appliances spécialisées dans le blocage de DDoS. On peut citer notamment des appliances matérielles comme du Cisco, Fortinet, Arbor. Ils sont spécialisés dans la détection et le blocage. On peut aussi citer les appliances logicielles, Fastnetmon ou OneGuard qu'on verra plus tard. Euh, cela, par rapport au matériel, c'est un peu plus intéressant parce qu'on a la main sur l'outil et ça permet justement d'être un peu plus proactif pour les attaques. Le dernier type de blocage qu'on peut mettre en place, donc on fait appel à l'hébergeur ou à FAI pour l'inviter à mettre en place le blocage du trafic ou des flux.
Ou bien sinon, la dernière méthode, c'est utiliser des proxys spécialisés dans ce domaine-là, comme Cloudflare ou Akamai, qui ont des DOS géolocalisés et qui permettent de filtrer les attaques. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des méthodes pour protéger les applications en amont, on peut voir d'autres méthodes qui sera au niveau applicatif. Et là, je vais laisser la main à Francis pour cette partie-là. Donc je vais faire un focus maintenant sur les accès distants basés sur un modèle de non-confiance, ou Zero Trust. Donc au programme, on va voir la typologie, la répartition des impacts d'un désastre cyber. Je parlais des enjeux, des risques et de la sécurité liés aux accès distants. La notion de non-confiance liée toujours aux accès distants, elle est définie sous l'acronyme ZTNA pour Zero Trust Network Access. On verra aussi la solution de sécurisation des accès distants Systentia Gate, qui est basée sur un modèle Zero Trust. Et pour terminer, comment N-France a intégré cette solution dans son contexte cloud. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous montrer ce graphe qui représente les impacts d'une attaque cyber. Alors c'est terrible, mais ça, vous le savez déjà. Et le baromètre Cézanne du 29 janvier, je crois, de cette année, montrait qu'en 2023, environ 50% des entreprises qui ont été interrogées ont été victimes au moins d'une cyberattaque. Et parmi ces 50%, 64% ont subi un impact direct sur leur activité. Alors, comment ça se traduit dans le concret? Il y a déjà la préparation de l'attaque, que ce soit par ransomware, par phishing, par faille sur les sites web, on vient d'en parler, ou encore par des moyens d'accès distants, ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc on estime qu'il se passe environ un mois entre la première intrusion et le déclenchement de l'attaque. Ensuite, on a le lancement de l'attaque. C'est une période de crise. Les premiers jours, tout le monde est un peu dans le noir, sans pouvoir réagir. Et quand c'est fait, il faut compter 3 bonnes semaines pour reconstruire partiellement le système d'information. Il faut ensuite compter 3 mois pour un retour à la normale. Et là, en étant optimiste, et avec toute l'insatisfaction que ça génère, et ce, à différents niveaux de l'entreprise. Et il se peut même, dans certains cas, qu'il y ait des impacts juridiques pour certaines organisations ou si des données personnelles sont touchées. On a ici un exemple de la British Airways qui s'est vu infliger une amende de 20 millions de livres sterling suite à une attaque de son site internet. Alors, quand on parle d'accès externe, que ce soit pour des usages liés au télétravail, à la mobilité, au nomadisme ou encore aux prestataires de services, on va obligatoirement parler d'enjeux. Le premier enjeu, le plus évident, c'est naturellement que les utilisateurs puissent accéder aux ressources de leur entreprise. Ils ont besoin d'accéder à leurs applications, à leurs fichiers, à leurs données. Le deuxième enjeu, c'est qu'ils puissent se connecter en toute sécurité jusqu'au réseau de leur entreprise à partir d'un accès externe. Donc on va devoir le sécuriser. Un autre enjeu, c'est de permettre aux utilisateurs de pouvoir y accéder au travers d'un réseau qui n'est pas maîtrisé par l'entreprise. Leur service informatique n'a pas connaissance du type de réseau qu'ils vont utiliser pour se connecter à leurs ressources, ni de la sécurité qui lui est associée. Ça peut être leur réseau personnel, ça peut être à partir d'un hôtel, à partir d'un aéroport. En tout cas, leur DSI n'a pas connaissance de la qualité de ces réseaux, s'ils sont protégés ou non, est-ce que c'est un Wi-Fi ouvert avec mot de passe ou pas, etc. etc. Et autre enjeu, c'est qu'a priori, les utilisateurs peuvent se connecter à partir d'un poste qui n'est pas connu, donc qui n'est pas maîtrisé par leur entreprise. Et là, on peut se poser des questions. Est-ce que le poste a un antivirus? Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il sert à des usages personnels? Et, enfin, on peut vraiment tout imaginer. Donc, et accéder donc aux ressources d'une organisation depuis l'extérieur va aussi mettre en évidence plusieurs risques qu'il faut prendre en compte. Le premier risque, c'est la prise en charge des postes non maîtrisés. C'est ce que je viens d'évoquer juste avant. On ne sait pas ce qu'il y a sur ces postes en termes de contenu. Donc, on ne peut pas le traiter de la même façon que si c'était un poste géré par la DSI. On a aussi des risques liés aux infections.
sur un poste qui est infecté, alors ça peut être par ransomware ou par d'autres types de saletés, hein, vous avez de très fortes chances que ce poste infecte votre système d'information si la sécurité de votre accès distant n'est pas adaptée à ce type de risque. Et tous les usages liés aux accès externes représentent un facteur important de ce type d'attaque, hein, parce que le contexte de connexion d'un utilisateur en dehors de son entreprise, eh bien, il est bien souvent exposé à des dangers cachés. On retrouve aussi des risques de fuite de données qui peuvent être liés soit à des actions malveillantes, parce que quelqu'un va usurper votre accès, hein, pour récupérer des données pour les utiliser ou les revendre, par exemple, soit à des actions maladroites, parce que je récupère un fichier sur mon poste et je le partage sans vraiment prendre conscience des conséquences que ça peut avoir. On va aussi être confronté à des risques d'usurpation d'identité. Je viens de le dire à l'instant, quelqu'un peut réussir à récupérer votre compte de connexion et à partir de là, il se fait passer pour vous et implicitement, on retombe dans un contexte lié aux fuites de données parce que cette personne va faire des actions malveillantes sur votre système d'information. On retrouve aussi des risques liés à des accès trop ouverts ou trop larges, hein, sur le système d'information. À l'extérieur de l'entreprise, on n'a pas, en tout cas, on ne devrait pas avoir le même niveau de confiance que si la personne était au bureau. Non pas par rapport à la personne en elle-même, mais par rapport à ses conditions de connexion. Il faut donc limiter les actions aux seules applications dont a besoin l'utilisateur et non à l'ensemble du réseau de l'entreprise. Si on ne gère pas la granularité des droits au niveau applicatif, on élargit la surface d'attaque sur le système d'information. Et on retrouve enfin des risques liés aux agents qu'il faut déployer sur les postes de travail, et en particulier des risques liés à la compatibilité de l'agent avec des postes non maîtrisés, hein, dans des contextes de télétravail en particulier, mais surtout des risques de sécurité liés au suivi des mises à jour. Un agent est très rapidement vulnérable aux failles de sécurité s'il n'est pas patché régulièrement. Et ça devient, enfin, il devient en tout cas une porte grande ouverte pour tout type d'attaque sur le système d'information. Donc tous ces risques sont inhérents aux accès externes, hein, au fait de devoir accéder de l'extérieur aux ressources de l'entreprise. Il faut donc les minimiser. Et pour ça, plusieurs approches concernant les accès distants sont possibles. La première approche, qu'il faut tout de suite bannir, hein, ne déployer aucune solution. Tous les ports sont ouverts vers le système d'information. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, hein, on oublie. Une autre méthode, c'est d'utiliser un logiciel de prise de contrôle à distance. Alors, c'est plutôt facile à mettre en œuvre, mais ça pose quand même quelques problèmes. En termes d'authentification, il ne peut pas, il y a peu de traçabilité, les logs ne sont pas centralisés, les postes sources et cibles doivent être allumés et implémentés d'un agent, ce qui multiplie les risques, hein, soit dit en passant. Et en plus, cette méthode ne propose pas de contrôle de conformité. Le contrôle de conformité, c'est l'analyse du contexte de la personne qui se connecte. Une autre approche, déployer des VPN. Alors c'est certainement la solution la plus populaire, hein, car elle est assez facile à déployer. C'est une technologie qui est connue de tous, hein, et beaucoup l'utilisent pour ouvrir des accès externes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les VPN sont conçus pour faire communiquer deux réseaux de confiance entre eux, c'est-à-dire le poste et le système d'information. Ils donnent accès à un réseau et non pas à des applications. Donc c'est un accès qui est très large et non granulaire. Donc en termes de traçabilité, avec un VPN, on sait qui s'est connecté, quand, mais on ne sait pas à quoi il s'est connecté. Et puis le VPN, concernant l'authentification, il a juste une authentification qu'on appelle primaire, c'est-à-dire c'est une authentification au niveau du VPN, mais il n'y a pas un deuxième modèle d'authentification au niveau des applications, des ressources. Ce qui veut dire que l'attribution des droits spécifiques sur les ressources est assez complexe à gérer. Il nécessite l'installation d'un agent sur le poste de l'utilisateur, donc on augmente la surface d'attaque, et en plus le contrôle de conformité, hein, c'est-à-dire l'analyse du contexte de connexion, est plutôt basique avec un VPN. L'approche
qui est la plus sécurisée et basée sur un modèle Zero Trust. Pour les accès distants, on parle de ZTNA ou CASB. L'objectif premier, c'est de ne faire confiance à personne. Et on va la construire sur la base du principe du moindre privilège. C'est-à-dire que l'accès se gère au niveau des applications, des ressources, hein, et on les gère plus comme le VPN au niveau du réseau. La traçabilité, elle est implicitement meilleure, car on sait qui s'est connecté, quand et à quoi l'utilisateur s'est connecté. La gestion des droits et des accès, pareil, elle se fait d'une manière très simple avec un environnement, en tout cas avec un modèle ZTNA. Les accès du poste try sont possibles sans avoir à installer un agent sur le poste d'utilisateur. On peut utiliser des mécanismes du HTML5 par exemple. Cette technologie, elle offre un contrôle de conformité granulaire, c'est-à-dire les droits peuvent s'adapter en fonction du contexte de l'utilisateur. On peut autoriser plus ou moins l'accès à certaines applications en fonction du contexte de l'utilisateur. Et pour améliorer l'expérience utilisateur, cette technologie, elle propose à la fois une authentification primaire, c'est-à-dire c'est l'authentification de l'utilisateur, hein, qui je suis, mais également une authentification secondaire sur les applications. C'est-à-dire qu'on injecte directement en mode transparent lors de l'exécution d'une application, soit les identifiants de l'utilisateur, on fait ce qu'on appelle du SSO, soit on injecte un autre identifiant pour faire une élévation de droit par exemple, ce qui évite d'avoir à communiquer aux utilisateurs les comptes et les mots de passe pour l'accès aux ressources. Alors cette notion de non-confiance, hein, de zéro trust, rapportée à la sécurité des accès distance, traduit par l'acronyme ZTNA, pour Zero Trust Network Access, et elle a pour principe de ne jamais faire confiance à personne. Donc ça, je pense qu'on l'a bien compris. J'ai ici voulu faire une analogie entre les deux modèles d'accès, le VPN et le ZTNA, rapport à un château fort. Le château fort, c'est lui, en tout cas sa forteresse, qui protège le système d'information de votre entreprise. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avec un accès VPN, on va faire confiance à une personne qui est dans le château, c'est-à-dire dans votre système, sur votre SI, même si elle y est entrée clandestinement, en escaladant la muraille, par exemple. Et aujourd'hui, face aux cybermenaces, on considère que cette approche, elle est plus suffisante. A contrario, avec un accès ZTNA, on ne fera confiance à la personne qui est dans le château, c'est-à-dire sur votre système d'information, qu'après s'être assuré qu'elle est bien entrée par le pont-levis, hein, donc par l'accès principal, et qu'elle est habilitée à y entrer. Alors je trouve que cette image, elle met bien en évidence la différence entre ces deux technologies. Et c'est pour ces raisons qu'un accès Zero Trust permet nativement une gestion sécurisée des accès réseau. En fait, c'est lié à son modèle d'architecture. Contrairement au VPN, l'architecture ZTNA repose sur deux composants. Un contrôleur et une ou plusieurs passerelles, plusieurs gateways qui va rediriger l'utilisateur vers les applications. Donc la chaîne de connexion de ce type d'architecture, elle fonctionne de la manière suivante. La passerelle, la gateway, se connecte au contrôleur pour s'identifier et pour référencer les réseaux auxquels elle peut donner des droits d'accès. On a ensuite l'utilisateur qui se connecte à sa plateforme, hein, il s'authentifie sur le contrôleur et à partir de là, la passerelle, la gateway, vérifie l'identité de l'utilisateur auprès de l'annuaire de l'entreprise, ça peut être du LDAP, de l'Active Directory, un annuaire local, peu importe. Et si l'identité de l'utilisateur est correcte, le contrôleur va présenter la liste des applications à l'utilisateur en fonction de son profil d'accès et de ses droits. Et quand l'utilisateur se connecte à une application, eh bien le contrôleur va lui autoriser l'accès vers la passerelle, la gateway la plus proche de cette application, et bien entendu, la gateway établit ensuite la session de l'application demandée par l'utilisateur. Donc ce mécanisme à double barrière
Il permet à la fois d'assurer la sécurité des accès, d'être multisite. Il suffit de mettre une gateway sur chaque site et l'utilisateur d'un seul point d'entrée va pouvoir accéder à l'ensemble des sites. Et il permet aussi de contrôler qui accède à quoi et dans quelles conditions. On va ici comparer les deux technologies VPN ZTNA et on va voir, du fait de sa conception, que le ZTNA est nativement adapté aux besoins des accès externes. Déjà, côté périmètre, le VPN, son périmètre, c'est le réseau de l'organisation, c'est l'ensemble du réseau. Pour la partie ZTNA, Zero Trust, c'est le contexte de l'utilisateur. C'est beaucoup plus élargi et on va au-delà de ce qu'on appelle la sécurité périmétrique. Ensuite, au niveau de l'accès, un VPN donne accès à un réseau, à la totalité du réseau. On se connecte à un réseau. Pour la partie ZTNA, on donne juste accès à des applications, aux seules applications dont a droit l'utilisateur. Par rapport au poste de l'utilisateur, le VPN nécessite l'installation d'un client sur le poste. Pour la partie ZTNA, c'est une option. On n'est pas obligé de l'installer, on peut fonctionner en mode HTML5. Au niveau de la granularité du contrôle des accès, le VPN, les postes en tout cas, donnent des accès vers les services réseau. Alors que côté ZTNA, ce sont l'identité et le contexte de l'utilisateur qui donnent accès vers des applications. C'est totalement sécurisé. Au niveau de la mobilité du cloud, on fait avec le VPN, c'est une connexion du 1 pour 1. Avec le ZTNA, on peut se connecter de n'importe où et à n'importe quoi. Je vous le montrerai après. Emplacement des ressources, eh bien un VPN, comme c'est du 1 pour 1, si vous avez 3, 4 sites distants qui ne discutent pas entre eux, il faudra un VPN sur chaque site. Avec la partie ZTNA, l'architecture fait qu'on est multisite, multi-VLAN, c'est-à-dire qu'on a une seule porte d'entrée pour X portes de sortie. On parallélise les accès sur l'ensemble des sites à partir d'une seule porte d'entrée. Au niveau de l'emplacement de l'expérience utilisateur, le VPN elle est assez pauvre. On se connecte et puis on se connecte au réseau point final. Sur la partie ZTNA, elle est bien meilleure. On va se connecter à un portail web, fonction de qui on est, on va retrouver un ensemble d'applications, on fait du SSO. Voilà, on apporte un tas de mécanismes en plus. Et puis pour les ressources informatiques et évolutivité, alors là on peut tout comprendre ou rien comprendre, mais globalement ce que ça veut dire, c'est que quand on parle de lourdeur, c'est sur la partie trafic ressources. Un VPN est assez lourd en termes de bande passante, et quand on parle, il est assez onéreux en termes d'exploitation. Il va falloir gérer les mises à jour de l'ensemble des VPN sur l'ensemble des postes de l'entreprise, etc., etc. Pour la partie ZTNA, la bande passante est beaucoup plus légère en termes d'accès en termes de ressources qu'un VPN par exemple. Et puis on dit que c'est plus rentable parce qu'on n'a pas à s'occuper des postes d'accès, on n'a rien à faire sur les postes des utilisateurs. En termes de sécurité, bien comme on installe un client sur les postes, il faut s'occuper de la mise à jour, c'est une vulnérabilité, c'est une porte d'entrée sur le système d'information, donc la sécurité est moindre, et puis on a une traçabilité limitée par rapport à du ZTNA. Le ZTNA, lui, on n'est pas obligé d'installer d'agent, et on a une traçabilité complète. On sait qui se connecte quand et à quelles ressources l'utilisateur se connecte. Et pour terminer, l'architecture, elle est totalement différente. Le VPN, c'est une architecture qu'on appelle simple barrière. On se connecte à un VPN et point final. Ça veut dire que le système est exposé aux attaques, généralement, alors que sur la partie ZTNA, on a ce qu'on appelle une double barrière. On l'a vu juste avant. Le système d'information, lui, n'est pas exposé aux attaques. Faisons maintenant juste un parallèle avec la solution de sécurisation des accès distance Systantia Gate. Alors sans rentrer dans le détail des fonctionnalités, c'est pas l'objectif. Systantia Gate est une solution Zero Trust by Design. Elle est construite sur une architecture double barrière, celle qu'on a vue avant, et elle intègre une somme importante de mécanismes de protection. Ici, on va parler du renfort de l'authentification. On a une authentification contextuelle, on analyse le contexte de connexion avant de donner l'accès aux applications.
C'est-à-dire qu'on peut contrôler l'IP du poste, s'il a un antivirus, son système d'exploitation, une clé de registre, le type de navigateur que le poste utilise, la présence d'un certificat, etc., etc. Et fonction de ce contrôle-là, eh bien, on autorise ou pas la connexion. Et on a même possibilité, si on le souhaite, de donner un accès dans des plages horaires qui sont bien définies. On a ensuite, on renforce l'authentification primaire de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va faire du MFA, de l'authentification forte, authentification double facteur. Alors par jeton OTP, on les envoie par SMS, par mail, sur des applications mobiles, type Google Authenticator ou d'autres. On peut aussi renforcer par des clés physiques qui s'appuient sur le protocole FIDO2, donc on va parler de clés YubiKey, NeoWave. On peut aussi faire du MFA par certificat ou par serveur Radius, donc c'est assez vaste. Et puis, on sait aussi faire du SSO sur l'authentification secondaire, c'est-à-dire qu'on est capable d'injecter en mode transparent les secrets d'authentification de l'utilisateur lors de l'accès à une application ou un autre compte, par exemple, pour faire une élévation de privilèges. Systantia Gate s'appuie également sur une architecture qui garantit qu'aucune application, aucune ressource ne soit exposée sur le réseau. On monte un tunnel chiffré en proposant uniquement du flux sortant, sans ouverture de port, et on évite même l'exposition des ressources web sur le réseau par l'intégration de mécanismes de réécriture d'URL. On est capable de faire de la réécriture d'URL de manière à masquer les adresses réseau lorsqu'on est en dehors de l'entreprise. On a aussi la connexion entre le poste de travail de l'utilisateur et les applications et les ressources. La connexion est non persistante, c'est-à-dire qu'elle s'effectue uniquement au moment de l'accès à l'application et pour la durée de son utilisation, c'est-à-dire quand on a terminé de travailler dans l'application, on va refermer le canal entre le poste et le système d'information. La solution gère aussi des ports dynamiques, volatiles et aléatoires sur le poste client. Ça veut dire qu'on va pouvoir rendre la solution invisible aux outils de scan réseau, par exemple. Elle offre aussi une technologie ou des technologies d'isolation. On n'affiche que les images, on ne laisse passer que le trafic clavier-souris. Alors, c'est du déport d'affichage qui va garantir une rupture protocolaire et qui limite au maximum les interactions avec le système d'exploitation du poste de l'utilisateur. En tout cas, aujourd'hui, c'est la meilleure protection contre les logiciels malveillants type ransomware. C'est une synthèse rapide des points forts de la solution, je ne vais pas tout détailler, l'expérience utilisateur, on parle de console web graphique, on va pouvoir faire de l'assistance à distance sur les postes utilisateurs avec la solution, donc au niveau du helpdesk, vous êtes capable de prendre la main à distance sur le poste d'un utilisateur. En termes de sécurité, comme on s'appuie sur du zéro trust nativement, on fait de la rupture protocolaire, on fait du renfort d'authentification, on vérifie le contexte de connexion, donc l'analyse comportementale, avec un produit. On a ici une filiale qui s'appelle Neomia, Systantia, une filiale Neomia, qui distribue un produit Neomia Pulse, qui va faire de l'authentification comportementale, c'est-à-dire qu'on est capable d'analyser la manière dont l'utilisateur travaille sur son ordinateur pour être sûr que c'est lui qui se connecte ou pas au système d'information. C'est de la biométrie, on va faire une empreinte numérique de la façon dont travaille l'utilisateur. Et puis, côté architecture, architecture double barrière, basée sur le modèle Zero Trust, multi-site, multi-VLAN, multi-tenante, et la solution peut se déployer en mode on-premise ou en mode SaaS. C'est de l'hybride. Le contrôleur reste en mode SaaS et on va placer sur vos infrastructures on-premise la passerelle, la gateway. Voilà. Juste pour finir, un mot sur l'intégration de Systantia Gate dans le contexte N-France. Aujourd'hui, la solution va s'interfacer entre les dispositifs de protection, notamment OneGuard, qu'a mis en place N-France, et puis les ressources de leurs clients. Donc globalement, on voit ici une architecture, ce qu'on appelle chez nous le médiation, c'est le contrôleur, et une ou plusieurs passerelles selon les différents VLAN des clients de N-France.
donc la solution multi-site, multi-VLAN, on est même multi-tenante, c'est-à-dire que on sait faire une segmentation réseau à travers cette architecture multi-VLAN, mais on est également capable de faire de la segmentation fonctionnelle, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle des organisations pour chacun des clients. Donc on a un dispositif de bout en bout entre l'utilisateur et l'accès aux ressources dans le data center in France qui est vraiment sécurisé avec ces doubles ou même triple protections. Voilà, je repasse la main à Maxime pour la démonstration. Moi, je vous retrouve en fin de présentation pour Merci. pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci Francis. Je repartage mon écran. On va passer à la partie démonstration d'une attaque DDoS comme ce que je vous ai présenté au tout début. On aura deux parties, une partie attaquant et une partie des protections. L'attaquant, j'ai choisi d'utiliser le logiciel de Cisco qui s'appelle T-Rex, qui va générer des paquets du trafic avec des IP, sources et destinations falsifiées, et aussi d'autres éléments comme la capacité de la bande passante ou le nombre de paquets par seconde. Pour la protection, c'est une protection par des appliances logicielles qui se base sur le logiciel OneGuard qui va surveiller, qui va faire la diversion du trafic et qui va filtrer les flux. Rapidement, un petit schéma de la démonstration. On aura un attaquant qui sera dans un réseau externe et aussi et ensuite la victime qui sera dans le réseau interne. Par rapport au schéma qu'on vous a montré tout à l'heure, l'attaquant, c'est le terminal utilisateur. Ensuite, ça passe par Internet et ensuite, ça arrive jusqu'à la victime. Si on prend par exemple la vue normale d'un utilisateur, on peut par exemple prendre la main sur le poste d'un client, d'un utilisateur. Donc ici, on a un navigateur, un utilisateur qui essaie d'aller sur un site. Par exemple, il essaie d'aller sur le site victime.la.france.com avec, par exemple, en naviguant sur différents éléments. C'est ça, c'est la partie démonstration des choses. Je fais F5, on voit bien que l'accès au site. Et maintenant, on va simuler une attaque sur ce site-là par quelqu'un. Donc d'ici, on va par exemple générer beaucoup de trafic, 5 gigas, 1 million de paquets par seconde vers ce site-là. Donc là, on a commencé l'attaque de ce site-là. J'ai des graphes qui vont montrer ça. On a des graphes au niveau deux éléments. Ce que je vous ai montré dans le schéma tout à l'heure, il y a le routeur qui est en bordure et le routeur qui est face à la victime. Ici, on voit par exemple que l'attaque a commencé. Il y a des graphes. Les graphes au-dessus, c'est le routeur qui est en externe et en bas, c'est le routeur qui est en interne du réseau. L'attaque a commencé, la victime essaie de naviguer sur le site. Là, ça ne fonctionne plus parce que justement, le serveur est saturé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. L'utilisateur ne peut pas voir son site. Il ne peut pas faire des achats, par exemple, sur ce site-là. Donc voilà, du coup là, c'est un élément, c'est un contexte sans protection. On voit bien que c'est bloquant pour le service. Et donc maintenant, en sachant tout ça, on va voir la partie là où il y a la protection. C'est-à-dire qu'on va utiliser OneGuard qui sera en amont de l'application, qui va bloquer l'attaque. Donc là, je vais stopper l'attaque. Je vais stopper l'attaque. Tac.
Donc, normalement, l'attaque. Si je regarde en retournant sur les graphes, là, je fais F5, on voit que les processus ont baissé. On voit que l'attaque, ça s'est arrêté. Je vais maintenant activer la OneGuard justement pour la protection. Donc, c'est le schéma avec protection. Ici, l'élément qui va aller filtrer tout cette attaque-là. Donc, OneGuard, il va surveiller le routeur. Il va voir qu'il y a une attaque. Donc, il va prendre tout le trafic à destination de la victime. OneGuard va filtrer les flux qui sont bloqués, enfin qui sont pas légitimes, et renvoyer le trafic qui fonctionne vers le routeur, vers la victime. Donc là, je vais réactiver OneGuard pour protéger la victime. Donc ici, on va activer la partie mirroring que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, ça va s'activer, ça va arriver le temps qu'il démarre les éléments. Je vais me reconnecter à la partie. Donc, du coup, là, j'ai réactivé OneGuard. On va resimuler la même attaque. Donc, je vous ai montré tout à l'heure l'attaque vers la victime. Donc, pour un peu plus d'informations, la victime, c'est une IP qui a l'IP 80.147.139.40. Et ici, le logiciel d'attaque va simuler des paquets sources justement avec cette IP-là, 16.0.0.1, avec du random sur cette plage-là, à peu près 1000 IP différentes sur l'attaquant. Donc là, je vais attaquer avec cette IP-là sur le site. Tac. Donc là, j'ai commencé l'attaque. On va laisser démarrer l'attaque sur ces éléments-là. On va voir aussi les graphes qui va lier que l'attaque, qui vont montrer l'attaque. Donc là, c'est l'attaquant, là. On voit que si on regarde la partie graphe, là, F5, on va faire F5. Ici, la deuxième attaque avec la protection, on voit que le réseau de bordure a bien pris le trafic et que dans le réseau interne, là, ici, la courbe, on voit que la protection s'est activée et que on a mitigé l'attaque parce que la charge a diminué sur le routeur qui est interne. Si je reprends le schéma, OneGuard a récupéré le trafic. Du coup, avec le temps de détection et de diversion, on a pris à peu près quelques secondes. On peut voir que ça a pris 2 minutes le temps de réactiver la protection. Euh, donc, si on reva sur le site de la victime, ici, on reprend la console. Ça, c'est la victime qui essaie d'accéder aux divers éléments. On va cliquer sur F5. On voit que le site fonctionne.
alors que l'attaque est toujours en cours. Ici, en regardant le graphe ici, on voit bien que l'attaque est en cours sur le routeur qui est en amont et que le routeur interne est fonctionnel. Sur OneGuard, ici, on voit qu'il y a une protection au niveau de la géolocalisation de l'attaque. L'IP qu'on avait décidé pour attaquer est la 15 quelque chose, 0.0.1 jusqu'à 1000 IP dans cette plage-là, concerne le pays États-Unis. Donc on va choisir ce filtre-là pour bloquer l'attaque. Tout ce qui vient des États-Unis, par exemple, sera bloqué et ne pourra pas accéder jusqu'aux victimes. On peut montrer un autre pays, par exemple, pour l'attaque. Si on va stopper, on va changer, par exemple, de pays. Si jamais j'ai la main, on va stopper l'attaque. On va maintenant choisir, par exemple, l'attaquant essaie de choisir un autre pays autre que les États-Unis. Par exemple, on va mettre au hasard 20 quelque chose, 20.1, n'importe quoi, ou 0. On va prendre la même chose. On va sauvegarder. Et là, on a stoppé l'attaque depuis les États-Unis. Donc là, normalement, ça va rester pendant quelques secondes, le temps qu'il analyse l'état. Et là, si on réattaque justement qu'avec la nouvelle plage d'IP, donc là, on est passé de 15.0.0. quelque chose à 20.0.0. quelque chose. Ici, on voit bien que le dispositif a bien vu qu'il y a beaucoup de trafic qui vient d'une IP de la plage qu'on a indiqué tout à l'heure, le 20 quelque chose, qui correspond au pays des Royaumes-Unis, d'Angleterre. Donc, avec ce système-là, on voit bien qu'il y a une protection quasi temps réel sur les applications et que les clients qui essaient d'accéder à un site hébergé peuvent le faire même pendant une attaque. Si on reva sur un poste client, si je fais F5 là, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, je fais F5 là, les éléments se chargent, en tout cas sur le site. Le site est quand même visible même pendant l'attaque. On voit bien ici qu'un dispositif est nécessaire pour tout ce qui est attaque des DOS distribués et que ça permet justement de rendre un service fonctionnel pour les utilisateurs. Si par exemple, ici, c'est des graphes sur la bande passante qui est utilisée. Tout à l'heure, on voit que c'est des graphes qui concernent le CPU. Ici, on va passer, on voit que il y a une correspondance entre le CPU et la bande passante. Quand la bande passante augmente, le CPU augmente également. Voilà. On a laissé passer quelques minutes là pour qu'on ait des graphes un peu plus lents, un peu plus parlants. Donc là, ici, on a fait une attaque depuis les États-Unis. On voit que ça a augmenté et ensuite ça s'est redescendu. Ici, c'est le moment où on a changé de pays. Donc, on est passé des États-Unis à l'Angleterre. Donc, voilà, le petit pic, le temps que justement le dispositif détecte que les flux proviennent des États-Unis. Ça correspond à ce petit pic-là. Donc, au niveau du filtrage externe, l'attaque continue et en interne, l'attaque est réduite. Donc, tout ce qui est, si on reprend le schéma qui est ici, donc l'attaquant est bloqué, mais d'autres utilisateurs peuvent quand même aller sur le site parce qu'il n'est pas dans les filtres que la protection a mis en place. Donc voilà, c'est avec ce système-là, on peut justement rendre un service DDoS complètement isolé du trafic du réseau et rendre disponibles les services liés aux clients.